Salut les créatrices et les créateurs, c'est Maxime de Purple Giraffe et aujourd'hui, nous allons parler à nouveau de Docker. On avait déjà parlé lors d'un précédent extrait du nouveau cours que j'ai sorti sur Docker. Aujourd'hui, vous avez droit à un nouvel extrait. Lors du précédent extrait, on avait parlé du problème que rencontraient les développeurs et les geeks de manière générale lorsqu'ils devaient déployer des environnements, des services sur des serveurs ou sur des Raspberry ou sur des Synology. L'idée, c'est toujours la même. On a des commandes à faire sous Unix et on ne sait pas exactement comment les faire pour que ça marche de la même manière sur notre poste à nous que sur le poste de production ou en tout cas l'endroit où tournera le service. Et ça, c'est vraiment compliqué. Et si vous ne voyez pas pourquoi c'est compliqué, je vous invite à revoir le précédent extrait qui est sur YouTube et aussi sur Purple Giraffe. Ok, aujourd'hui, on va voir un autre extrait qui est la solution des conteneurs en général. Docker, c'est un outil qui a démocratisé le principe des conteneurs. Et on va essayer de comprendre ce que c'est que ces containers. C'est un dérivé de virtualisation, comment ça fonctionne, mais sans aller trop dans le détail. Vous savez comment je fonctionne. Peut-être ceux qui me connaissent savent comment je fonctionne. Lorsque je fais un cours, je cherche à aller à l'essentiel. Il y a des tas de choses à connaître sur les conteneurs, sur la façon dont ils fonctionnent, en interne, la mécanique interne, tout ça. Ok, c'est pas ce que je choisis de vous expliquer. Moi, je vous explique uniquement ce que vous avez besoin de connaître pour vous en servir. Et si vous voulez aller plus loin, dans le reste du cours, on va plus loin. Mais au début, le but, c'est que vous soyez rapidement autonome. Si je vous bombarde d'informations avec toute la mécanique interne, exactement comment ça marche, etc., vous allez être noyé, vous ne saurez pas ce qui est important et ce qui est moins. Donc je choisis pour vous ce qui est important, et ça c'est une des premières vidéos du cours où j'explique ce que c'est qu'un container. J'en dis pas plus, et je vous laisse regarder l'extrait, on en reparle juste après. Maintenant qu'on a bien compris les problèmes, les limitations d'une installation manuelle, voyons quelles sont les solutions que l'on peut aborder. On va d'abord parler de machines virtuelles. Peut-être que vous avez déjà entendu parler des machines virtuelles. Ça consiste à simuler une machine physique. Par exemple, sur notre ordinateur à nous, ici, on pourrait installer un logiciel d'émulation, de virtualisation. Et sur ce logiciel de virtualisation, on pourrait dire « Je simule mon serveur qui a tel processeur, telle quantité de RAM, telle quantité de disque. Et dedans, j'installe exactement le même OS qu'il y a là-haut. » Donc ça veut dire que je ne l'installe pas sur ma machine, je l'installe dans une machine virtuelle, donc c'est un logiciel qui va simuler tout l'OS entier qu'on aurait sur notre serveur de production. C'est le principe de machine virtuelle. Et dedans, on pourrait installer manuellement exactement les mêmes choses qu'on a en haut. Ça réglerait le deuxième problème. On aurait une installation identique en tant que développeur par rapport à ce qu'on a sur le serveur, à condition de faire exactement les mêmes commandes dans le même ordre sur la machine virtuelle que ce que l'on aurait sur le serveur de production. Donc ça serait possible, mais ça a plusieurs inconvénients. On reste dans du manuel, on peut avoir des incohérences entre l'installation locale et distante si on ne fait pas exactement les mêmes commandes. Si on a besoin de réinstaller en urgence le serveur de production, mais on n'a pas réglé ce problème-là, on n'a que réglé le problème local. Et en plus de ça, il y a quand même un inconvénient majeur à la virtualisation et aux machines virtuelles, c'est que c'est très très lent, puisqu'on va simuler un ordinateur entier de façon logicielle. C'est pas forcément la même architecture, les mêmes ressources, et ce qui va se passer, c'est que ce serveur-là, il va être très très lent localement, et il va consommer énormément de ressources, il va ralentir tout votre ordinateur à vous pour travailler, juste pour avoir un micro-serveur qui est censé tourner. Donc c'est pas la meilleure solution. Mais l'idée est bonne. L'idée de dire je virtualise ce qui se passe là-haut pour avoir exactement la même chose sur ma machine à moi. Il y a quelques années, une entreprise qui s'appelle Docker a réussi à rendre accessible le principe des containers, qui reprend l'idée de la virtualisation, mais avec des performances radicalement différentes. L'idée, c'est de dire, au lieu de recréer un OS complet, de simuler une machine entière et de tout réinstaller de A à Z, on va créer des services qu'on appelle des conteneurs, qu'on va empiler les uns sur les autres et simuler toute une couche logicielle que l'on aurait sur notre serveur qui est là-haut. Mais au lieu de créer une machine virtuelle complète, on va s'appuyer sur ce qu'on a déjà sur notre machine à nous, puisque nos machines ont quand même plein de points communs, en tout cas en termes d'OS, avec les machines distantes. Et donc on va pouvoir simuler un environnement quasiment identique de façon locale par rapport à ce qu'on a là-haut, sans avoir à créer une machine virtuelle. Donc au final, pour nous, en tant que développeurs, on aura le principe de la virtualisation, mais avec de véritables performances, et on pourra créer plein de conteneurs, au lieu de machines virtuelles, plein de conteneurs, d'architecture de type container, avec plein de microservices, et avoir de très bonnes performances pour simuler ce qu'on a en haut, au niveau de notre machine à nous. Comme je vous l'ai dit, ce principe-là, il a été démocratisé par l'entreprise Docker. Docker, c'est le logo que vous voyez ici, cette baleine
qui transportent des conteneurs, justement comme des paquebots qui transporteraient des conteneurs. Là, c'est une baleine qui transporte des conteneurs. Et chacun de ces conteneurs, vous pouvez imaginer que c'est un service. On va empiler des services les uns sur les autres. Et tout en haut, on mettrait notre petite application à nous. Et c'est tellement performant et tellement puissant qu'on n'est pas obligé de simuler l'OS entier et d'ajouter des services à l'intérieur. On va, pour chacun des services, simuler un OS pour chacun des services. Par exemple, pour Caddy, il va avoir son propre OS, ses propres couches de services, et ensuite, il y a le logiciel Caddy qui s'ajoute à la fin. Pour la base de données, si vous prenez MySQL, peut-être que ça va être basé sur Debian ou Ubuntu, peu importe la version que vous voulez. Puis par-dessus, vous ajoutez des couches logicielles en plus, et puis à la fin, vous installez votre base de données. Mais quand je dis vous, c'est pas vous qui allez le faire, puisque pour tous ces services très connus, il y a déjà des configurations toutes prêtes qu'on va pouvoir intégrer. On va juste dire, j'ai besoin de la base de données MySQL en version 8 par exemple, ou MariaDB, ou PostgreSQL. Vous choisissez la version que vous voulez, avec l'OS que vous voulez, et ça existe déjà, et vous aurez votre conteneur qui sera prêt. Il va simuler un OS entier pour être sûr d'avoir une configuration neutre, que l'on puisse transporter à n'importe quel autre endroit et que ça marche de la même manière. Et ensuite, pour Caddy, c'est pareil, il aura son propre OS. Et puis, pour votre app serveur, c'est le même principe. Et soit vous avez une app serveur toute prête, par exemple Directus, et il existe une config toute prête que vous pouvez utiliser, et vous n'avez rien à faire de plus. Vous vous dites, je veux Directus dans telle version, et ça marche. Soit vous pouvez créer manuellement votre propre container si vous ne trouvez pas votre bonheur. Vous pouvez dire, je voudrais un container pour tel OS dans telle base, avec peut-être tel logiciel déjà préinstallé, et vous allez ajouter des lignes de commande pour dire ce que vous avez besoin à l'intérieur. Voilà le principe même de Docker. Et comment ça fonctionne? Ça fonctionne avec des fichiers texte. C'est-à-dire que pour chacun des services que vous allez vouloir, vous allez ajouter un fichier texte pour le décrire. Si vous voulez quelque chose de tout simple, sans vous embêter, par exemple, je veux PostgreSQL dans telle version, vous dites dans ce fichier texte, PostgreSQL dans telle version. Juste une ligne et ça suffit. Pas besoin d'autre chose. Si vous voulez quelque chose de plus compliqué, vous pouvez dire je veux tel OS dans telle version, et ensuite je vais exécuter telle commande, telle commande, telle commande. Vous allez lister les commandes que vous auriez fait manuellement si vous aviez fait une installation manuelle. Mais vous n'allez pas les faire de façon interactive. Vous allez lui dire fais ça, puis fais ça, puis fais ça. Vous lui préparez à l'avance comme du code d'une application, ça serait le code d'une installation, pour qu'il sache comment réinstaller votre serveur en partant de zéro. Et pour Caddy, pareil, ça existe de base, vous pouvez ajouter des choses personnalisées, vous pouvez partir d'une image de base et ajouter des commandes en plus si vous en avez besoin. Ce fichier-là, c'est un fichier texte qu'on appelle un Dockerfile. Juste du texte basique, avec une liste de commandes qui vont de haut en bas. Et généralement, il ne sera jamais très très long. On ne va pas réinventer la roue, on va s'appuyer sur quelque chose qui existe déjà et faire des fois un peu de personnalisation. Et ça, c'est le principe de Docker. On va décrire un service de A à Z et l'isoler de façon logicielle. Décrire comment il doit être installé, comment il doit tourner, et ensuite on pourra démarrer ce service et l'appeler depuis nos applications. Et voilà, donc vous voyez, je vous l'avais dit, c'est pas compliqué. Le principe des conteneurs, il n'a pas à être compliqué. C'est pas nécessaire de se compliquer la vie avec Docker. Docker, il est là pour nous simplifier la vie. Si vous cherchez à comprendre tout ce qu'ont fait les ingénieurs de Docker pour le faire marcher, vous allez vous compliquer la vie inutilement. Si vous êtes capable de maîtriser, de l'utiliser pour vous, une fois que vous le maîtrisez depuis un petit moment que vous en servez, vous pouvez creuser pour essayer de mieux comprendre comment il fonctionne en interne, parce que vous aurez déjà acquis les bases pour comprendre son utilisation. Et après, c'est plus de la curiosité intellectuelle ou devenir vraiment un expert. Oui, ça devient intéressant de creuser un peu plus dans le détail et de comprendre comment il fonctionne en interne. Mais ce n'est pas nécessaire au début. Et dans les prochaines vidéos, parce qu'il y aura encore un autre extrait, même peut-être plusieurs autres extraits que je vous donnerai, pas beaucoup, parce qu'après, si vous voulez plus, il faut aller voir le cours entier qui est dispo sur Purple Giraffe pour vous rendre autonome. Mais en tout cas, dans les prochains extraits, on verra pourquoi Docker résout ces problèmes-là. Pourquoi on va aller plus en détail sur qu'est-ce qui est vraiment génial lorsqu'on utilise Docker et les containers pour développer des web services. Mais avant ça, je vous laisse me dire en commentaire en dessous de la vidéo ce que vous avez pensé de cette vidéo, de l'extrait en général, et si vous avez envie de voir le cours. Je vous laisse aussi mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo, et n'oubliez pas, surtout le plus important, c'est abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche après vous être abonné pour ne pas rater les prochains extraits qui arrivent très bientôt. À la semaine prochaine, et happy coding!